Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent à cette 4e conférence de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Donc, en cette belle journée ensoleillée, on a le plaisir de recevoir Géraldine Gaufreau-Callebaut, qui va nous entretenir de responsabilité sociale et responsabilité numérique et blockchain. La professeure Gaufreau-Callebaut, elle est professeure de droit privé à l'Université d'Orléans. Elle est membre du Centre de recherche juridique de Poitiers, dont elle dirige l'axe organisation et gouvernance. Elle est aussi responsable donc de 2 masters, un premier sur le droit du patrimoine culturel à l'Université Paris-Saclay et un autre sur le marché de l'art de l'École du Louvre. Donc, elle est aussi chercheure associée à l'Institut droit et éthique du patrimoine, toujours à l'Université Paris-Saclay, et chercheur collaborateur donc, pour le regroupement droit, changement et globalisation, ainsi qu'au CRDP de l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, Géraldine, à toi la parole. Merci beaucoup, Charlène. Bonjour à tous. Ravie de vous voir en vrai. On discutait avec Charlène tout à l'heure le fait que voilà, c'est toujours plus agréable de parler à des vrais gens plutôt qu'à un écran. Je dis ça alors que je parlais de nouvelles technologies, mais voilà, je suis heureuse de vous voir aujourd'hui et de vous présenter ce sujet responsabilité numérique des entreprises et blockchain. Mais avant de commencer ma présentation, je voulais sincèrement et chaleureusement remercier Charlène Mouchard de son invitation. Ça me fait très plaisir de venir à Laval. C'est la première fois que je viens ici à l'université, même si ce n'est pas ma première fois à Québec, mais jusqu'ici, j'étais venue comme touriste. Et là, je viens pour le travail et ma foi, c'est très agréable aussi. Merci aussi aux équipes qui sont derrière, parce que ça ne se voit pas, mais organiser une conférence, c'est aussi une équipe derrière qui s'occupe de toute l'intendance et c'est extrêmement précieux. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de responsabilité numérique des entreprises et blockchain sur le droit français. Le sujet peut paraître un petit peu pompeux. En réalité, il se veut assez modeste, en tout cas. C'est pour ça que j'ai mis des réflexions. J'en suis au début d'une recherche. Donc, tout n'est pas abouti. Donc, toutes vos questions seront les bienvenues pour parler de ce sujet un petit peu particulier qui prend place dans un contexte un petit peu spécifique, et que d'abord, j'ai un congé recherche. Alors, je sais que pour les Québécois, une sabbatique, c'est à peu près normal. Pour les Français, c'est très compliqué, et donc il faut monter des projets pour arriver à obtenir ces 6 mois sans cours. Non pas qu'on n'aime pas les étudiants, mais on aime moins leurs copies. Et donc là, ça me laisse le temps de venir jusqu'ici et de passer 2 mois au Québec cette année. Donc, ce congé recherche, il est dévoué justement à la question de la gouvernance du numérique par les entreprises. Donc, c'est ce sujet que je traite pour le moment. L'autre élément du contexte, c'est que j'ai monté un projet régional à Orléans, dans le centre Val-de-Loire. Il n'y a pas que des châteaux, il y a aussi quelques chercheurs. Et l'idée, c'est de travailler sur le droit et l'éthique des transformations numériques. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'IA, mais il n'y a pas que de l'IA, il y a aussi de la blockchain et des plateformes. Donc, beaucoup de sujets à évoquer. Alors, RNE et blockchain, responsabilité numérique des entreprises et blockchain. Ce sujet que j'ai proposé à Charlène Bouchard, qui l'a accepté, est un sujet un petit peu compliqué dans la mesure où il n'y a pas grand-chose sur le sujet. On parle de quelques articles qui ont été évoqués, mais qui croisent rarement les deux notions. Et c'est ça que j'avais envie d'explorer. Donc, c'est la question des liens, des interactions, des réciprocités. Et j'avoue que depuis le début de ma carrière, j'aime bien ces intersections. Je trouve que quand il y a des intersections, il y a quelque chose à aller chercher, de voir comment tout ça peut, comment les rencontres se font pour la plupart des notions. Et vous allez voir que ça va se retrouver un peu comme un fil rouge de mon propos. Donc, parmi les transformations numériques, je vous l'ai dit, l'IA est très tendance. On parle d'IA tout le temps, mais on parle un petit peu moins de blockchain. Pourtant, la blockchain continue à montrer une certaine vitalité et donc un intérêt pour le chercheur. Alors, vous savez que la blockchain est un registre sur lequel sont inscrits chronologiquement des faits et des actes, c'est-à-dire des documents, des transactions, des actifs de manière immuable. Et j'aime bien cette image du mathématicien Jean-Paul Delahaye,
qui dit que la blockchain, c'est un très grand cahier que tout le monde peut lire gratuitement, librement aussi, et sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et qui est indestructible. Alors, mon propos, je vous le dis, c'est ici de confronter cette technologie blockchain à la question de la responsabilité sociale des entreprises, dont on peut se demander si et ou comment cette dernière se transforme en une responsabilité numérique des entreprises. Et pour comprendre cette hypothèse, il faut évidemment repartir de ce qu'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, la responsabilité sociale des entreprises, c'est une des déclinaisons de la notion de développement durable pour les entreprises. Et cette notion reprend les trois piliers du développement durable: l'environnement, l'économique et le social. Et de façon plus précise, la Commission européenne, en 2002, a défini la RSE comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités et à leurs relations avec les parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, les consommateurs, les associations, la population locale, les communautés. Alors, dans le cadre de cette responsabilité sociale des entreprises, le terme de responsabilité doit être entendu dans son acception commune, c'est-à-dire dans une acception qui n'est pas juridique. Et très clairement, ce que l'on peut envisager, c'est que si on est en termes de traduction, on est plus dans la responsibility que dans la liability. En tout cas, au départ, parce que en France et en Europe, on va dire que le droit mou ne l'aurait jamais très très longtemps, le législateur intervient, et donc la RSE a vu sa normativité renforcée par toute une série d'outils et des outils contraignants en la matière. Alors, ce n'est pas le propos ici, mais il y a ce mouvement, mais cette idée d'intégration volontaire m'intéresse beaucoup, puisque c'est ça le point de départ de la RSE, et donc peut-être de la RSE. Alors, s'agissant du contenu, la RSE projette autour de la gouvernance qui est centrale différentes priorités qui sont mises en avant par notamment la norme ISO, notamment la place des parties prenantes dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Alors, je l'ai mis en anglais ici, on retrouve ce schéma aussi en français, mais vous voyez, la gouvernance est vraiment centrale et autour, il y a toute une série de sujets qui doivent intéresser l'entreprise. Alors, partant du constat de la massification des données et des évolutions numériques constantes, la question, c'est alors de se demander si les entreprises intègrent ou non la dimension digitale à la RSE et si finalement il n'existe pas aujourd'hui une responsabilité numérique des entreprises. Alors en France, il y a peu de réflexions sur le sujet, mais la plateforme RSE, qui est une plateforme qui est liée à une stratégie qui est, on va dire, para-étatique, a édité un rapport sur la responsabilité numérique des entreprises en 2000, et il y est dit que la responsabilité numérique des entreprises est un déploiement nouveau et incontournable de la RSE qui se fonde sur les mêmes principes de confiance, de redevabilité, d'éthique et d'échange avec les parties prenantes des entreprises. Donc, on a cette définition qui est la seule définition qui existe aujourd'hui. France Stratégie est une sorte de think tank, de groupe de réflexion dont il ne ressort pas grand-chose à part quelques rapports aujourd'hui, mais il n'y a pas de développement académique à partir de là, et c'est justement ça qui m'intéressait, c'est de voir comment on peut envisager les choses d'un point de vue plus académique. Alors, si je complète ce rapport de France Stratégie, précise aussi que la transversalité et l'omniprésence du numérique impliquent que la création de valeur qu'elle engendre soit comprise et partagée par tous au regard de ces enjeux démocratiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Cette construction d'une RNE s'intègre dans un contexte de transformation numérique assez considérable. Et comme je le disais, si évidemment l'IA est au cœur de beaucoup de réflexions, j'avais envie
de profiter de cette invitation pour parler de la blockchain qui soulève un certain nombre de questions intéressantes, me semble-t-il. Alors, en effet, parmi les promesses de la blockchain, on trouve notamment celle d'une gouvernance totalement décentralisée, démocratique, favorisant une grande transparence et faisant intervenir plus équitablement les parties prenantes. Et dans ce cadre, la question de la RNE, de la responsabilité numérique des entreprises, me semble devoir être confrontée à l'organisation des blockchains. Mais pour envisager les liens entre RNE et blockchain, il faut, à mon sens, nécessairement passer par la gouvernance. Et si ce passage m'a paru essentiel, c'est parce que j'ai pu faire une comparaison avec ce qui s'est passé dans le cadre du droit des sociétés il y a une dizaine d'années. Dans les années 2010, il y avait un mouvement qui s'est fait, puisque à côté des codes de gouvernance qu'on a vu en droit des sociétés, eh bien, on a vu fleurir des codes d'éthique. Et donc, il y a ce passage de la gouvernance à l'éthique. Alors, ce n'est pas un passage total, il reste justement des intersections entre la gouvernance et l'éthique. On intègre de l'éthique à la gouvernance, mais la gouvernance est parfois quand même un petit peu à part et l'éthique ne rentre pas complètement dans la gouvernance. Mais là encore, il y a une zone une intersection qui me semble intéressante. Donc, on a eu ce mouvement de ce passage de la gouvernance à l'éthique. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que finalement, on n'est pas aussi ici à un moment donné où on va passer de cette idée de gouvernance et blockchain à l'idée de gouvernance et responsabilité numérique des entreprises. Donc, c'est ce parcours-là qui m'a amené à envisager d'abord la gouvernance. Autrement dit, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va revenir sur des liens entre blockchain et gouvernance, avec des choses que vous maîtrisez parfaitement, puisque vous êtes spécialiste de blockchain, mais j'ai besoin de ce passage-là pour arriver ensuite dans ma seconde partie, dans un second temps, donc, pour étudier les liens entre la blockchain et la responsabilité numérique. Voilà, détour par la gouvernance en interrogation. À mon sens, pas tout à fait un détour, peut-être un petit chemin de campagne, mais pas complètement. Alors, les liens entre la blockchain et la gouvernance, les liens entre la blockchain et la gouvernance sont évoqués dans de nombreux articles. Il suffit d'un mot ligne de faire une petite recherche dans votre moteur de recherche préféré pour voir que on est dans un contexte où le sujet est très évoqué, je ne sais pas forcément étudié, mais en tout cas évoqué comme une évidence. Alors, pas toujours par des juristes, et c'est là que parfois les choses sont moins certaines. La blockchain, donc, qui est une technologie de registre distribué, promet donc une gouvernance totalement décentralisée. Mais la question qu'on peut se poser quand on est ici en tant que juriste, et je viens du droit des sociétés, ce qui explique aussi les choses, c'est quel est l'objet de cette meilleure gouvernance. Est-ce que c'est la gouvernance de la blockchain elle-même, ou bien ce serait la gouvernance des entreprises? Alors, il ressort que la plupart des propositions doctrinales ou pratiques, parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui écrivent sur la blockchain, la plupart des propositions portent sur la gouvernance de la blockchain elle-même, qui serait donc la meilleure des gouvernances et qui pourrait peut-être servir, il y a un glissement qui se fait pour avoir une meilleure gouvernance dans les entreprises. Donc, on a un glissement sensible, et la blockchain passe d'objet de la gouvernance à, en quelque sorte, sujet ou outil de la gouvernance des sociétés. Autrement dit, la blockchain peut aussi être un outil de gouvernance pour les entreprises. Et donc, on a ce passage de la gouvernance de la blockchain à la gouvernance par la blockchain. Et donc, ce sont ces deux propositions que je vous propose de voir successivement. Alors, oui, je suis désolée, je suis encore à la française, en partie de sous-partie, je ne sortais pas, on a été nourris comme ça, et on a parfois du mal à se sortir, mais bon, je ne sais pas comment vous avez. Alors, la gouvernance de la blockchain, c'est une chose qui est connue, mais ces éléments méritent d'être rappelés, peut-être pour une meilleure compréhension de la suite. La gouvernance de la blockchain renvoie à la notion de DAO, donc à la notion d'organisation autonome décentralisée.
Une DAO, c'est donc une entité dépourvue d'organes de contrôle et dotée d'une fonds dont elle use selon des règles prédéfinies par un protocole déployé sur une blockchain. Alors, du point de vue du droit des sociétés, qui est mon point de vue ici, la question, c'est de savoir si cette DAO est un objet ou un sujet de droit. Alors, a priori, une DAO n'a pas la personnalité morale, sauf si elle est organisée sous forme de société ou d'association. Et cette absence de personnalité soulève des difficultés pratiques, de telle sorte qu'un député français qui s'appelle Pierre Persson a formulé une proposition dans un rapport de 2022 pour octroyer la personnalité morale aux DAO afin de reconnaître leur existence juridique et leur donner le pouvoir de nouer des relations contractuelles à l'instar d'autres personnes morales. Alors, cette proposition n'a pas abouti en France, donc ça reste un objet et non pas un sujet, mais j'ai pu noter que dans certains États américains, le Wyoming et le Vermont, ici, eh bien, les DAO sont reconnus comme des structures à responsabilité limitée, donc avec une personnalité juridique. Cette question aussi de la gouvernance, est-ce qu'on gouverne un objet de la même manière que l'on gouverne un sujet de droit? Évidemment, les mécanismes de contrôle seront un petit peu différents. Alors, au-delà de cette question de la personnalité morale, il est intéressant de noter que la gouvernance de la blockchain repose sur un système décentralisé de prise de décision. Donc, ça ne repose pas sur une autorité centrale, mais sur une communauté de personnes qu'on appelle parfois des parties prenantes et qui votent et qui vont prendre des décisions collectivement. Ce qui est mis en avant, généralement, c'est que les membres de la communauté ont un pouvoir égal, ce qui favorise donc une plus grande participation. Ça veut dire que les décisions sont prises de manière collaborative par les membres du réseau, plutôt que par cette autorité centrale qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des autres mécanismes. Et autre chose, le registre peut être consulté par tous les membres de la communauté, ce qui rend le processus décisionnel plus transparent, puisque les membres peuvent surveiller les actions des autres membres. Alors, à cet égard, il faut peut-être faire une observation qui est que le terme de partie prenante soulève un certain nombre de questions et on trouve des distinctions qui sont faites entre la gouvernance en chaîne et la gouvernance hors chaîne. Dans la gouvernance en chaîne, la gouvernance repose sur du code et sur des contrats intelligents. Dans la gouvernance hors chaîne, les parties prenantes participent à diverses activités collaboratives pour rivaliser en quelque sorte pour le contrôle. Ça va passer par des discussions sur les réseaux sociaux, des discussions sur des forums, des forums qui sont en ligne, ça peut aussi passer par des conférences. Ce qui veut dire que les décisions, là, vont être prises en fonction des intérêts des parties prenantes. Alors, si je reviens au droit des sociétés, au regard du droit des sociétés, seule la gouvernance hors chaîne peut véritablement relever de ce qu'on appelle la théorie des stakeholders, c'est-à-dire la théorie des parties prenantes. La traduction est un peu est la même, mais le terme n'est pas forcément, n'est pas exactement, à mon sens, la même chose. Dans le cadre du droit des sociétés, le terme renvoie à toutes les personnes qui gravitent autour de la société et qui sont impactées, qui sont touchées par l'exercice de son activité. Et si l'on reprend les parties prenantes évoquées dans la norme ISO 26000 que je vous ai montré tout à l'heure, on trouve les salariés, les consommateurs, les communautés, etc. Et non pas ceux qui ont un droit de vote, alors que précisément dans la blockchain, quand on parle de gouvernance par les parties prenantes, on parle de ceux qui ont un droit de vote. En droit des sociétés, les parties prenantes n'ont aucun droit de vote, et là, ils ont un droit de vote. Donc finalement, on ne parle pas de la même chose quand on parle de parties prenantes, même si le terme est le même, il y a un décalage. Alors, il faut aussi noter qu'au regard de l'utilisation croissante de la blockchain par les entreprises, la gouvernance de la blockchain a fait l'objet d'une norme ISO, qui est une norme ISO TS 23635, donc Blockchain and Distributed Ledger Technologies. Donc, on a là des principes directeurs qui vont permettre
de mieux gouverner ces blockchains. La norme repose sur des outils et des méthodes qui permettent d'implémenter une blockchain sur l'ensemble de son cycle de vie et sur ses solutions. Et la FNOR, qui est donc l'autorité qui est l'équivalent de l'ISO en France, a précisé que la norme décrit les instances de décision et le pilotage, les règles et les processus à mettre en place qui en permettent un fonctionnement conforme aux attentes des utilisateurs. Alors, cette question d'une norme ISO est intéressante. Ça montre que véritablement il y a un besoin de la pratique, mais ça montre aussi qu'il va y avoir sans doute une standardisation des pratiques démocratiques, des pratiques en tout cas de gouvernance de la blockchain, par tout simplement la volonté de sécuriser les procédures, c'est-à-dire pour ne pas prendre de risque, on va suivre la norme ISO un petit peu comme une sorte de Graal absolu, et donc ne plus être peut-être très innovant dans la façon de penser la gouvernance de la blockchain. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour cette gouvernance de la blockchain, finalement, elle est de mieux en mieux documentée. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est quand on va au-delà de la gouvernance de la blockchain et de se poser la question de la gouvernance, plutôt de l'utilisation de la blockchain pour une meilleure gouvernance de l'entreprise et donc de voir ce passage entre la gouvernance de la blockchain à la gouvernance par la blockchain. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Alors, la gouvernance par la blockchain, elle peut toucher tous les groupements et notamment les sociétés. Et la question, c'est de savoir si la blockchain peut permettre aux entreprises, directement ou indirectement, d'avoir une meilleure gouvernance, puisque c'est un vrai souci depuis les années 1970-1980, si on prend le début des réflexions sur ce sujet. La blockchain peut-elle être un aiguillon pour inciter les entreprises à avoir un fonctionnement plus démocratique et plus horizontal? Est-ce que ça peut servir de modèle, finalement, pour une bonne gouvernance? Est-ce que la blockchain permet de mieux intégrer les parties prenantes au sein du processus décisionnel dans les entreprises? Est-ce que, tout simplement, la blockchain offre des outils pour une meilleure gouvernance des sociétés? Alors, en France, plusieurs collègues ont travaillé sur ces questions. Alors, notamment Hubert de Vauplane, mais aussi Véronique Magnier et Patrick Barban, qui ont édité un petit ouvrage chez Dalloz que je vous conseille, ça s'appelle Blockchain et droit des sociétés. Et je vais me reposer sur un certain nombre d'articles qui sont dans cet ouvrage. J'espère qu'on le trouve à la bibliothèque de Laval. Tout va bien. Et c'est vraiment une exploration des liens entre blockchain et droit des sociétés qui me semble intéressante, et j'ai participé à l'ouvrage, donc me permettrait de faire des références, mais je ne vais pas rentrer dans la lecture, si vous pourrez compléter ou creuser si ça vous intéresse. Alors, de façon générale, les promesses de la blockchain en la matière sont une meilleure identification des actionnaires, une plus grande transparence du fonctionnement des sociétés, un vote des actionnaires plus efficace et de fait donc un meilleur contrôle des dirigeants, donc tout ce qu'il faut pour une meilleure gouvernance. Ça veut dire donc que la blockchain permettrait de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements du droit des sociétés grâce à la confiance et à la transparence qu'offre cette technologie. Alors, s'agissant des entreprises, on a pu évoquer des notions de stigmergie et d'holocratie, qui seraient des termes qui expliqueraient comment, finalement, on peut avoir une meilleure gouvernance grâce à la blockchain. Alors, moi, personnellement, stigmergie, ça ne me disait rien. Je suis allée voir un dictionnaire et j'ai vu qu'en biologie, la stigmergie est un mécanisme de coordination indirecte entre les agents. Le principe est que la trace laissée dans l'environnement par l'action initiale stimule une action suivante par le même agent ou par un agent différent. En gros, c'est ce que font les fourmis entre elles. Et c'est comme ça que les fourmis sont intelligentes, c'est parce qu'il y a une intelligence collective et des transferts d'informations qui font qu'elles parviennent à construire des choses beaucoup plus grandes qu'elles. Appliqué à la gouvernance, on peut considérer que c'est un mécanisme de coordination indirecte entre les agents, une émergence spontanée d'activités cohérentes apparaît non systématique. On peut aussi parler d'holocratie, donc une organisation circulaire sans chaîne de commandement et une utilisation
de rôle qui évolue selon les besoins du projet. Donc là, il y a cette idée d'adaptabilité. La blockchain permettrait une meilleure adaptabilité des outils pour une meilleure gouvernance. Alors, du point de vue du droit des sociétés, parce que là, je me suis un peu perdue chez les gestionnaires, du point de vue du droit des sociétés, l'analyse des usages de la blockchain publique ou privée en la matière montre que finalement, la réponse n'est pas univoque. Est-ce que véritablement la blockchain est un bon outil, est un outil pour une meilleure gouvernance? Ça n'est pas évident et ça n'est pas oui ou non. La réponse est ça dépend. Alors concrètement, on a pu noter que les actionnaires peuvent tirer quelques avantages d'usage spécifiques de la blockchain, notamment dans le cadre des droits pécuniaires, mais ça n'est pas un outil miracle. Je pense que la technologie ne permet pas encore, peut-être que ça viendra, de prendre en compte des situations qui peuvent parfois être très complexes. La blockchain remet aussi en cause plusieurs fondamentaux du droit des sociétés, notamment s'agissant des droits politiques des actionnaires et de l'action des dirigeants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, les propositions de la blockchain sont une simplification et une sécurisation du vote des actionnaires, une plus grande transparence de l'action des dirigeants, par exemple en matière de conventions réglementées ou de définition des conflits d'intérêts. Ça, c'est ce qu'on nous annonce. Il se trouve que, je ne sais pas si vous avez déjà vu la définition, j'aurais peut-être dû la mettre, de ce qu'est un conflit d'intérêts en droit des sociétés françaises, mais franchement, c'est extrêmement complexe. Et puis, il y a des concepts comme une personne interposée, qui peut être n'importe qui, et qui vient chambouler le jeu. Et donc, mettre ça dans un code simple, ça n'est pas encore possible. Donc, c'est là où on voit que les choses sont complexes. Alors, pour les détails techniques et juridiques, je vous laisserai lire les contributions, notamment de Véronique Meunier et d'Elsa Guégan, dans le fameux ouvrage que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vais me concentrer sur des éléments qui sont plus politiques, plus stratégiques, et qui me semblent intéressants. La première observation, c'est d'abord de savoir si la rapidité, la sécurité, la transparence sont bien des attendus des acteurs de la gouvernance. Alors, s'agissant de la rapidité et de la sécurité, voire de la réduction des coûts, je pense que la réponse est évidemment positive. Pour la transparence, les choses sont peut-être moins évidentes, puisque dans bon nombre de décisions ou de documents, il y a du secret des affaires. Et le secret des affaires n'est pas bon à révéler, évidemment. Il n'est pas heureux de le voir rendu public sous peine de voir des concurrents anticiper la stratégie de l'entreprise. Alors, certes, la blockchain peut être privée, là, on réduit l'intérêt de la transparence, on limite la transparence, mais dans ce cas-là, finalement, on se demande quel pourrait être l'apport de la blockchain et est-ce qu'il ne faut pas mieux rester à des mécanismes techniques qui sont plus classiques, moins onéreux et auxquels, en tout cas, qui seraient mieux maîtrisés. Alors, deuxième observation, elle tient à la qualité de la gouvernance. Contrairement à ce qu'on peut dire s'agissant de la gouvernance de la blockchain, il ne s'agit pas, quand on parle du vote, que d'une décision à un instant T, décision qui serait proposée par n'importe quelle partie prenante. En France, on a eu des réflexions assez importantes sur la question qu'est-ce que voter. Ça a été mis en lumière par une jurisprudence qu'on appelle l'arrêt de Gast, qui est peut-être de 1994, et qui a bien distingué le droit de vote du droit de participer aux décisions collectives. Notre article 1844 dit tout associé à le droit de participer aux décisions collectives, il ne dit pas qu'on a le droit de voter. Et donc la question c'est est-ce qu'il y a véritablement une différence entre voter et participer aux décisions collectives? L'arrêt de Gast nous a dit oui, alors il y a toute une série de jurisprudences que je vous passe, mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation a noté qu'on pouvait participer aux décisions collectives sans voter, notamment en étant informé et en participant au débat en assemblée générale. Et pour comprendre ces distinctions, je vous ai pris cette illustration de film que vous connaissez, 12 hommes en colère, où le personnage d'Henri Fonda arrive par la force du débat, par la force de l'argumentation, à retourner des votes qui semblaient joués d'avance, où évidemment
l'accusé était coupable et il y a un doute, et donc Henri Fonda va convaincre chacun que ce doute doit effectivement profiter à l'accusé. Et donc, c'est là qu'on voit que la force du débat est essentielle et que ça permet véritablement de distinguer le vote et la participation aux décisions collectives. Si on reprend le vote tel qu'il est envisagé dans la blockchain, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement le vote purement en ligne, sans aucun débat, finalement est intéressant? Est-ce que c'est véritablement voté? Est-ce que c'est véritablement bon pour la société? Ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir des votes qui sont des votes majoritaires, mais qui sont peut-être contraires à l'intérêt social. Alors, on a beaucoup parlé en France de l'intérêt social, puisqu'il a été modifié, la définition a été modifiée en 2019, avec une prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité, mais ce qui montre bien que l'offre de la blockchain d'un amalgame des votes sans discussion n'est pas forcément l'outil d'une meilleure gouvernance. Troisième observation, elle est peut-être plus technique, mais elle me semble essentielle, c'est que la promesse d'une gouvernance égalitaire n'est peut-être pas conforme à l'organisation d'une société anonyme, puisque c'est souvent ce modèle-là qui est mis en avant. Par définition, la société anonyme française repose sur une organisation hiérarchique, et plus précisément, on a un modèle d'un conseil d'administration qui est plus proche, c'est nous dit Bernard Plane, plus proche d'un système politique de démocratie libérale et non pas d'un mode d'organisation sans hiérarchie, ce qui va avoir des conséquences aussi en termes de responsabilité, puisque la question est là aussi. Donc, un modèle purement horizontal n'est pas applicable tel quel aux sociétés anonymes. Alors, on peut avoir d'autres outils. La société par action simplifiée, qui est plus récente et qui offre un outil extrêmement intéressant, mais on peut penser aussi à des plus vieux modèles, comme la société en non collectif ou les coopératives, où là, effectivement, on est plus sur un mode égalitaire. Là, on a des structures qui permettent une participation plus équitable pour éviter une trop grosse concentration des pouvoirs entre les mains des détenteurs de gros portefeuilles. Alors, dernière observation, est-ce que la référence aux parties prenantes est bien adaptée? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'y reviens. Est-ce que leur participation doit être faite directement dans le jeu de l'exercice des pouvoirs au sein des sociétés? À mon avis, et je pense que le droit des sociétés a toujours besoin d'un capitaine, quelqu'un qui représente la société et qui prend aussi les coups, le cas échéant, quelqu'un qui marque le cap. Et donc, avoir une gouvernance totalement horizontale en droit des sociétés n'est pas forcément toujours extrêmement pertinent. En revanche, ce qui me semble intéressant dans cette idée d'application de la gouvernance de la blockchain à la gouvernance des entreprises, c'est que les parties prenantes peuvent apporter quelque chose et apporter peut-être quelque chose aussi dans cette responsabilité numérique de l'entreprise, ce qui m'amène à la seconde partie. Alors, seconde partie sur les liens donc, entre blockchain et NRE, le corps du sujet, c'est-à-dire que j'interdirais à mes doctorants de faire ce genre de plan, évidemment, mais sauf à requalifier son sujet, à renommer ce sujet. Certains m'auront compris. Les liens entre la blockchain et la RNE doivent être analysés au regard du contexte plus général de la gouvernance, donc tel qu'on l'a vu dans la première partie. Pour rappel, on l'a dit tout à l'heure, la RNE, c'est un déploiement nouveau de la RSE avec les mêmes principes de confiance, de redevabilité, d'éthique, d'échange avec les parties prenantes des entreprises. Dans le cadre des usages que l'entreprise peut faire des outils numériques, quel est le positionnement éthique de cette entreprise? Là, on change, on passe de la gouvernance à l'éthique. Quel est le positionnement éthique de cette entreprise? Comment l'entreprise intègre-t-elle les enjeux démocratiques, sociaux, sociétaux, environnementaux de son activité numérique? Ces questions sont beaucoup débattues s'agissant de l'IA, peut-être parce que l'IA pose de grandes questions et de grands risques démocratiques, à mon sens, et c'est pour ça que les débats se concentrent là-dessus. Mais il y a, et on se pose finalement peu de questions sur la blockchain. Alors, je pense que c'est pour bien de se poser des questions, même si un mécanisme a l'air d'être complètement acquis.
Alors, les questions qui se posent aujourd'hui, à mon sens, sont de deux ordres. Quels sont les objectifs RNE, qui sont les objectifs de la responsabilité numérique des entreprises qui vont mettre en place, par exemple, une blockchain, et quels sont les outils RNE pour intégrer ces objectifs au sein des entreprises concernées. Les objectifs et les outils, donc, pour essayer de comprendre, de mieux définir les contours de cette responsabilité numérique de l'entreprise. Donc, première question, pour quels objectifs se doter de principes RNE? Alors, si on reprend la définition de France Stratégie, vous voyez, les objectifs de la RNE se rapprochent, doivent être calqués sur la RSE, à savoir la protection de l'environnement, le respect des droits humains, la protection des salariés et de tous ceux qui tirent un revenu de l'activité, la prise en compte aussi des consommateurs et des communautés qui gravitent autour de cette blockchain. Et on peut aussi ajouter les pratiques commerciales loyales qui sont au cœur des questions de la gouvernance au sens donc, de cette ISO 26. Alors, en pratique, la déclinaison de ces objectifs peut se faire en fonction des usages de la blockchain. Et à cet égard, l'objectif RNE peut être à la fois l'objet de la blockchain, ça veut dire que la blockchain peut être faite, créée, mise en œuvre pour une bonne cause, mais l'objectif RNE peut aussi participer des conditions de mise en œuvre de la blockchain. Alors, pour ce qui est de servir des bonnes causes, la blockchain peut permettre, par exemple, d'informer les consommateurs sur la composition d'un produit ou sur le suivi de la chaîne de froid d'un aliment, ou encore assurer une meilleure exécution du contrat. On a tous en tête le paiement immédiat d'une compensation quand il y a un retard de vol ou de train. La blockchain peut aussi permettre une meilleure protection de l'environnement en favorisant l'économie circulaire ou en assurant un meilleur suivi des impacts environnementaux d'une activité. Donc là, on trouve beaucoup de choses sur ce que peut faire et toutes ces bonnes causes que peut servir la blockchain. Mais les objectifs RNE peuvent aussi toucher les conditions de mise en œuvre de la blockchain qui n'auraient pas pour usage de servir une bonne cause, mais qui auraient une cause tout simplement purement commerciale ou lucrative. Alors, dans ce cadre, la première préoccupation, c'est qu'on retrouve très souvent, c'est la question de la consommation d'énergie des blockchains. Elle a été beaucoup traitée s'agissant du minage, spécialement dans le cadre des crypto-monnaies. Les enquêtes relatives à la crise énergétique de ces dernières années ont révélé l'importante consommation d'énergie et une localisation des fermes de minage dans des pays où l'électricité était très carbonée, notamment la Chine. Alors, ces révélations ont eu un effet vertueux, puisque les méthodes de consensus ont pu évoluer pour être moins énergivores, et on a eu le passage de la proof of work à la proof of stake. J'aurais dû le dire en français, je ne sais pas, vous ne pourrez pas. Et ça a permis à Ethereum de réduire sa consommation énergétique de 99%. Alors, certains nous disent qu'avec les ordinateurs quantiques, ça va encore être réduit. Je n'y comprends rien, donc je vous donne tel quel. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que toutes les questions environnementales sont résolues. Les data centers participent au réchauffement climatique, les ordinateurs nécessitent une grande quantité d'eau pour leur refroidissement et l'activité produit de nombreux déchets électroniques. Bref, la mise en place d'une blockchain doit être sérieusement pesée pour savoir si les bénéfices de la blockchain, il peut y en avoir évidemment, ne sont pas annulés par les coûts environnementaux. Et donc, c'est une décision à prendre aussi en termes de RNE, en termes d'éthique. Est-ce que je dois vraiment mettre en place une blockchain si son coût environnemental est important? Alors, une seconde préoccupation qui est peut-être un petit peu plus spécifique à la blockchain et à la RNE, plutôt par rapport à la RSE, c'est la question des données qui transitent par les blockchains. Est-ce que dans certains cas, il s'agit de données personnelles? Et dans ce cas, comment on va protéger cela dans le cadre d'une blockchain qui est vendue pour sa transparence?
Alors évidemment, sur ce point, la réponse est autant éthique que juridique. Les entreprises européennes, normalement, devront directement respecter le règlement européen de protection des données personnelles, mais toutes les entreprises devraient se poser la question, au moins du point de vue de l'éthique, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, par ailleurs, la gouvernance étant au cœur de la RSE et de la RNE, des choix essentiels devront être faits quant à la place des parties prenantes dans la blockchain, dans la gouvernance de la blockchain elle-même, et je ne reviens pas là-dessus, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure. Voilà pour ces objectifs. Donc, ce sont des objectifs RSE, mais avec quelques petites particularités, en tout cas, ou des nouveautés, ou des ajouts par rapport à la RSE. Il reste une seconde question, qui est celle des outils de la responsabilité numérique des entreprises. Par quels outils, avec quels outils va-t-on intégrer les objectifs RNE dans la gouvernance des entreprises? Alors, cette question est intéressante, mais elle n'a fait encore l'objet d'aucune étude empirique. Donc, je pense que je vais faire le mois prochain, commencer à éplucher tous les codes de gouvernance des entreprises et les codes d'éthique des entreprises pour voir où on peut les trouver. Et donc, je propose quelques pistes de réflexion par rapport à ce qui se fait pour la responsabilité sociale des entreprises. Alors, la première piste, c'est évidemment celle des codes ou des chartes éthiques. L'intérêt de ces documents tient notamment au caractère transnational de l'activité de l'entreprise, à la diversité des préconisations qui s'imposent à ces entreprises. Le code d'éthique permet, s'il est bien rédigé, de reprendre le meilleur des dispositions existant dans les différents pays d'exercice de l'activité. Dans le prolongement de cette idée, il faut noter que les Nations Unies mettent actuellement en place le Global Digital Compact. Alors, sur le modèle du Global Compact en matière de RSE, qu'on appelle aussi le pacte mondial, ce document vise à inciter les entreprises du monde entier à adopter une démarche responsable en reprenant 10 grands principes qui sont très simples et que donc toute entreprise peut facilement avoir en tête et appliquer à sa mesure. Donc, vous voyez, droits de l'homme, travail, environnement et lutte contre la corruption, ce sont donc des principes essentiels. Ça n'entre pas vraiment dans le détail sur le comment, mais en tout cas, ça donne un cadre, on a un guide pour les entreprises qui peuvent adhérer à ce pacte mondial. Dans le cadre du Global Digital Compact, le but ici, c'est de définir des principes, des objectifs et des actions pour faire progresser un avenir numérique ouvert, libre, sécurisé et centré sur l'humain, ancré dans les droits de l'homme universels et permettant la réalisation des objectifs de développement durable. Ce document, alors là, ce que je vous ai mis, c'est la couverture du document de préparation qui a été envoyé aux entreprises. Donc, il y a toute une série de consultations qui sont faites en ce moment, y compris toute l'année 2024. Et normalement, ce document devrait sortir en 2025. Il ne sera pas contraignant, mais il sera extrêmement intéressant. Alors, petite parenthèse, pour avoir fait des recherches, c'est l'avantage des PDF, d'avoir fait une petite recherche par mots-clés, la blockchain n'est citée que 3 fois dans le document, alors qu'on a pléthore d'IA, un peu dans tous les sens, comme si finalement, la blockchain, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, il y a peut-être des questions à se poser. Je suis curieuse de voir ce que vont donner les groupes de réflexion sur ces questions-là. Alors, dernière piste, c'est celle d'un label et ou d'une norme ISO sur le principe de la norme ISO 26000 de responsabilité sociétale, qui passe donc souvent par un label B Corp, mais il y a beaucoup d'autres labels, c'est sans doute le plus connu aux États-Unis puis en Europe. Alors, là encore, en matière de RNE, rien n'existe pour le moment, mais on peut légitimement s'attendre à ce que les organismes de certification émettent ce genre de normes assez rapidement.
Alors, de tous ces outils émerge en creux la question de la force normative. Alors, j'appartiens à l'Université d'Orléans, où on a de grandes réflexions sur la norme, la force normative, la justification normative, la garantie normative. Donc, la question de cette force normative de tous ces outils que je vous ai évoqués est extrêmement intéressante. Vous savez qu'on a un principe, normalement, où la loi prime par-dessus tout, mais le droit souple est de plus en plus important. On a de plus en plus d'exemples en droit français de ces outils. Quand j'ai fait mes études en première année, je crois que le prof a dû passer à peu près 2 minutes top chrono sur le droit souple. Aujourd'hui, évidemment, ça fait partie intégrante de nos réflexions. Quelle sera la force normative de tous ces outils? Est-ce qu'on va assister au même passage du droit souple au droit dur pour la RNE comme on l'a vu pour la RSE? Là, ce sont des choses qui seront intéressantes à envisager, donc de voir si la juridicité, en quelque sorte, de la RNE va déjà se définir et puis va croître pour arriver à quelque chose qui relève plutôt du droit dur. Et est-ce que finalement les concepteurs de blockchain, ceux qui mettent en place les blockchains, vont se voir imposer toute une série de règles, de principes éthiques pour que cette blockchain puisse servir, comme le disait le rapport des Nations Unies, puisse servir un avenir numérique ouvert, libre, sécurisé et centré sur l'humain. C'est ce que l'on verra. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce sera intéressant de voir l'évolution de l'Europe versus le Canada. Nous, on est dans le droit mou parce que c'est très long avant d'intervenir. Question, commentaire? Et les gens qui sont à distance, si vous voulez poser des questions, ne vous gênez pas. Faites lever votre main et puis pour vous faire intervenir. David? Bon, on va essayer de briser la glace. Donc, mon nom, c'est David Codio, tout à l'heure à la chaîne. Oui. Donc, merci pour votre présentation, c'était très instructif. Moi, je voudrais revenir juste sur un petit détail. En fait, j'ai une question à poser. Que le concept de responsabilité numérique des entreprises est quand même assez nouveau pour moi. Et dans la définition proposée par France Stratégie, on repart sur les mêmes concepts de base de la RSE et on parle d'un élément de nouveauté. Donc, en quoi, en fait, la responsabilité numérique est nouvelle? Quels seraient les points éventuellement qui différeraient, qui existeraient en ligne qu'on n'aurait pas dans le monde physique là, qui viendra en fait pour rendre cette responsabilité-là particulière? Est-ce qu'on aurait des nouveaux outils? Est-ce qu'on aurait des nouveaux objectifs qui sont propres au monde numérique? En substance, en fait, quelle est la différence entre cette nouvelle forme de responsabilité-là et la responsabilité sociale qu'on connaît un peu plus avant? Alors, je comprends vos interrogations parce que j'ai exactement les mêmes. Ce concept a émergé, en tout cas en 2020, mais c'est vrai que personne ne s'est véritablement penché dessus. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun travail de recherche empirique. Et ce qu'il va falloir faire, on avait fait ça dans un autre projet avec Véronique Magnier il y a une dizaine d'années sur les codes d'éthique. C'est-à-dire qu'on avait décortiqué tous les codes d'éthique des sociétés du CAC 40 pour voir quelles étaient les valeurs, quels étaient les principes éthiques, quels étaient les engagements éthiques que les entreprises pouvaient faire. Donc, il y a tout ce travail. Si il y a des gens qui s'intéressent, on va pouvoir travailler ensemble en réseau. Il y a tout un travail à faire de décortiquer ce que font. Alors, c'est plus facile avec les grandes entreprises qui a une vraie transparence. Normalement, avec les rapports de gestion annuels, on peut arriver à trouver des éléments. Donc, d'aller farfouiller sur les sites, de voir quels sont ces engagements, quelles sont ces valeurs, pour essayer de voir effectivement quelles sont les différences. Là, je suis partie en vous disant, a priori, il y a deux choses que je trouve assez évidentes. D'abord, la question de l'énergie, mais vous allez me dire, l'environnement, ce n'est pas nouveau. Dans la RSE, c'est extrêmement présent, et c'est vrai. Mais simplement, c'est peut-être une autre approche de l'environnement que l'on a par ailleurs. Donc là, on aura peut-être juste une extension. Moi, j'y vois peut-être sur la question des données. Je pense que là, il y a un enjeu qui serait véritablement spécifique à la RNE par rapport à la RSE. Pour ce qui est des outils, là, j'ai un petit peu du mal à voir quelle pourrait être véritablement la spécificité des outils RNE par rapport aux outils RSE. Et c'est pour ça que je vous ai proposé un parallèle avec des outils RSE qu'on maîtrise assez bien maintenant. Mais je ne sais pas si les entreprises vont
se doter d'autres types d'outils. Alors peut-être que ce seront les mêmes types d'outils, mais qui seront affichés autrement. Est-ce qu'on a des outils pour ce qui est de la blockchain? Est-ce que dans le code même et l'organisation informatique de la blockchain, ce sera intégré sous forme de code? Et là, dans ce cas-là, il y aura peut-être quelque chose de nouveau comme outil, en tout cas comme mise en œuvre de l'outil. Peut-être sur ce qu'on appelle, alors là, la garantie normative, la blockchain permettrait une meilleure garantie normative parce qu'on passe par des smart contracts, par exemple. Voilà, il y a des petites questions qu'on peut se poser, mais pour le moment, voilà, c'est vraiment des hypothèses de recherche que je vous propose, des premières réflexions que j'ai eues par rapport à cette question-là. Si on repart sur l'IA, pour moi, la grande différence, c'est des enjeux démocratiques, où là, c'est bien plus dangereux. J'ai un collègue, Arnaud Lati, qui a écrit sur l'IA avec une approche par les risques. Et c'est vrai que si on prend cette approche par les risques, là, l'IA a un risque démocratique plus. Donc, évidemment, on fait très, très attention. On n'a pas ce risque démocratique, me semble-t-il, dans la blockchain, qui est beaucoup plus sécurisante, d'une certaine manière. Il sera peut-être aussi… C'est probablement ce qui fait qu'on a tendance à l'ignorer, parce que la recension que vous avez faite là, dans le code, là, la charte, vous l'avez relevé deux ou trois fois, c'est ce que vous mentionniez dans votre présentation là, sur tout à l'heure. La blockchain versus l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai que dans le document des Nations Unies. Exact. Je crois qu'il y a trois occurrences blockchain et l'IA, j'ai pas compté IA parce que parfois c'est en IA, parfois c'est en… De toute façon, c'est ce qu'on constate dans la plupart des documents. Moi, je ne sais pas s'il y a une disposition de sécurité qui est inhérente à la blockchain qui fait qu'on l'ignore ou enfin, c'est quand même particulier. Ben, la transparence fait que je pense que la transparence, là, pour le coup, est un atout de la blockchain. Alors que l'IA, on est dans l'algorithme n'est pas protégé par la propriété intellectuelle, il n'est protégé que par le secret. Et donc, de ce fait-là, aussi, il y a moins de… il y a plus de danger pour l'IA que pour la blockchain. Et finalement, la blockchain va peut-être rassurer. Et du coup, l'avenir de la blockchain est peut-être dans ce côté très rassurant par rapport à l'IA. Peut-être pas toujours, il n'y a pas toujours forcément les mêmes usages, mais après, il y a des réflexions sur les usages. Peut-être que si on a un usage, alors je ne suis vraiment pas technicienne, mais si on a un usage qui peut être fait par une blockchain ou par une IA, on aura peut-être intérêt à passer par une blockchain qui sera plus sécurisante qu'une IA. On va sécuriser dans beaucoup d'applications, on va sécuriser l'IA par la blockchain. Et on peut aussi sécuriser l'IA par la blockchain. D'autres questions? D'autres commentaires? Non. Moi, je vous remercie d'abord pour cette belle présentation. Je suis Prince Lomélé, doctorant à Nantes Université sur la RSE. J'avais quasiment la même question que David, mais dans le prolongement, ma question serait peut-être de savoir si la RNE n'est pas simplement une manifestation de la RSE. C'est toujours une très bonne question. J'ai l'impression qu'il y a des petites différences. Pour le moment, à ce stade de la recherche, pour moi, il n'y a que des petites différences. Si vous voulez participer avec moi à cette recension dans les documents, on peut partager ça, parce que je pense qu'il n'y a que ce travail j'allais dire quasiment de terrain, qui va permettre effectivement de répondre à votre question. Donc là, je profite d'être ces 2 mois au Québec, rencontrer beaucoup de collègues et avoir beaucoup de discussions. Mais voilà, je vais avoir un travail beaucoup plus ingrat devant mon ordinateur au printemps pour décortiquer tout ça. Mais très utile. Oui, très utile pour le coup, effectivement. Donc, il faudra que je revienne pour répondre. Oui, comme ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Parlez plus fort la chose. J'ai retenu beaucoup d'éléments dans la présentation. Je suis à la Moussa par la chaîne de recherche sur la chaîne de blog. Et je travaille sur les DAO, spécialement avec le droit de séparation. La question, c'est lorsque vous avez fait le lien sur l'utilisation de la blockchain dans la gouvernance, pour la gouvernance des entreprises, vous avez parlé un peu de l'adhésion qui serait plus facile avec les sociétés en collectif.
Et vous avez fait référence à la transparence, ça peut favoriser la transparence, mais l'identification des dirigeants aussi. Nous savons que dans les sociétés, en général, dans les sociétés commerciales, lorsque les statuts ne précisent pas qui est dirigeant, tous les associés sont dirigeants. Dans les sociétés de personnes comme la SEC, Dans les sociétés en non collectif? et comme dans la SARL aussi en France. Non, pas dans la SARL. Dans la SARL, lorsque les sociétés ne prévoient pas, ils ont le même pouvoir, ils agissent au même moment. Il faut que ce soit nécessairement mentionné dans les statuts. Si ça n'est pas mentionné dans les statuts, la question va se poser au moment de l'immatriculation de la société. Vous ne pourrez pas immatriculer la société. Le greffe va vous retoquer et va vous dire « j'ai besoin ». Et donc ne considérera pas par principe que tous les associés sont gérants. Oui, je parle de la SARL avant l'immatriculation. Dans la SLC, c'est automatique. Avant l'immatriculation, mais après l'immatriculation, lorsque ce n'est pas désigné, lorsqu'on n'a pas réparti les compétences, les associés agissent comme des dirigeants. Alors là, on est dans la société en formation, donc c'est un petit peu différent. La société en formation, c'est encore un autre régime qui est applicable à C'est que ce soit en formation, avant l'immatriculation ou après l'immatriculation. Je dis ça de façon générale. D'accord. On va poser la question. Et j'aimerais là, lorsqu'on fait le lien avec la blockchain, vous avez dit que ça favorise l'expression des dirigeants. On pense qu'avec la blockchain. Ça favorise là, pardon? L'identification des dirigeants. L'identification des. Oui, lorsqu'on fait des notions d'anonymat, de pseudonymat dans le cadre des DAO, est-ce que réellement cette position-là est absolue? Est-ce qu'on ne va pas relativiser? Alors, j'ai fait un parallèle sans qu'il y ait pour autant d'assimilation d'un régime à un autre. Donc, j'espère que je n'ai pas laissé planer de doute là-dessus. Pour moi, c'était de comparer, de voir de part et d'autre, et de voir à partir du moment où on a une organisation décentralisée, organisée par une société, on a plutôt intérêt, à mon avis, à ne pas choisir ça, mais à choisir un modèle plus démocratique. Quand j'ai parlé d'identification, j'avais parlé plutôt, il me semble, c'était dans mon grand B du grand A, j'ai parlé d'identification des actionnaires, mais pas d'identification des dirigeants, puisque ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Pour ce qui est d'identification de qui prend le pouvoir dans la blockchain, si on a une blockchain assez classique, finalement, tout le monde a le pouvoir. Et c'est pour ça que ma référence à la société en nom collectif me semblait la plus pertinente. On peut aussi avoir ça dans le cadre d'une société par action simplifiée, quoique dans le cadre de la société par action simplifiée, il faut nécessairement et au moins un président, et on peut ajouter du monde pour représenter. C'est peut-être pas le meilleur moyen, mais cet outil très ancien de la société en nom collectif, à mon avis, est un mécanisme assez intéressant pour peut-être organiser une DAO pour garder ce système où tous les associés sont dirigeants. Et donc de permettre à tous de proposer des choses, de proposer des décisions à prendre, etc. Donc pour moi, c'était peut-être le modèle le plus intéressant. Alors, on pourrait aussi aller voir du côté de la coopérative, qui est un petit peu particulière, mais on pourrait très bien envisager dans une coopérative que tous les coopérateurs soient effectivement dirigeants. Ça peut s'envisager. Et ça me semblerait être un outil intéressant. J'aime bien citer des coopératives, parce que dans la coopérative, on les étudie assez peu, mais il y a ce principe de double qualité, c'est-à-dire qu'un associé a nécessairement une autre qualité. Par exemple, dans les coopératives agricoles, celui qui est membre de la coopérative est nécessairement, par exemple, fournisseur de, je sais pas moi, de raisin ou de lait à la coopérative. Et donc, cette double qualité de la coopérative me semble intéressante comme modèle pour l'organisation d'une DAO. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir... Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, vous me permettez, je voulais préciser ma question. C'est toujours sur la société en nom collectif à laquelle vous faites référence, parce qu'il y a plus de collision avec la blockchain. Et nous savons que la blockchain prône la liberté et l'indépendance économique. Et c'est pour ça même la philosophie de sa création. Or, nous savons que dans les sociétés en nom collectif, nous avons, si on prend les principes, lorsque vous présentez, je vois que vous mettez ici en exergue l'identification des associés, des dirigeants. Et ça, ils sont plus protégés entre eux. Mais lorsqu'on prend leur stratégie qui est plutôt illimitée, et on met en parallèle avec la protection des tiers qui ne sont pas associés, est-ce que vous pensez que la blockchain est en adhésion avec la société en collectif pour le cas des Alors, en adhésion avec la blockchain, oui.
en adhésion avec la volonté systématique de limiter sa responsabilité, peut-être pas. Et c'est là, à un moment donné, où et il y a la question de, si vous voulez, une totale liberté, et c'est le cas, en fait, je trouve qu'il y a une vraie liberté que l'on a, à mon sens, plus dans la SNC que dans la société anonyme. Mais plus de liberté, ça veut dire aussi plus de responsabilité. Et ça, effectivement, souvent, les concepteurs de blockchain veulent surtout, et dans les nouvelles technologies de façon générale, hein, tous ceux qui conçoivent des nouvelles technologies veulent très vite se débarrasser, dire « Oh là là, on va leur donner la personnalité morale, c'est comme si c'est plus nous. » Voilà. Et sur l'IA, ça s'est vu très très fort avec « On veut donner la personnalité morale à l'IA, puisqu'elle a fait toute seule, ben hop, autonomie. » Et comme ça, il n'y a pas de responsabilité. Là, c'est vrai qu'il y a un moment donné où alors, peut-être je ne parle pas en tant que créateur de plateforme ou de blockchain, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut assumer aussi la responsabilité de ses actes. Mais c'est vrai que pour beaucoup de ces concepteurs, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas assurer la responsabilité, donc ils veulent une responsabilité limitée. D'où ma proposition de société par action simplifiée qui correspond peut-être moins à la logique de la blockchain, mais qui en même temps permet une meilleure, enfin, en tout cas une meilleure limitation de responsabilité que ce qu'on a pour la SNC. Une des deux questions, c'est par rapport à la loi Pacte en France de 2019. Dans un article écrit par Benjamin Muller en 2021, il a fait référence à l'usage de l'intelligence artificielle par les petites entreprises. Est-ce que vous pensez que la blockchain, l'usage de la blockchain par les petites entreprises pourrait compliquer la tâche au regard de la protection de l'environnement en tant que dans les objectifs de la loi Pacte de 2019? Alors, pour le moment, on n'a aucune décision de la Cour de cassation sur la nouvelle version de l'article 1833 alinéa 2 du Code civil. Pour le moment, on parle dans le vague, avec une grande question que se posent aussi les juges, de savoir comment ils vont faire la balance entre, d'une part, l'intérêt social qui est fondamental et qui reste l'intérêt social, donc un instrument de police des sociétés dans un certain nombre d'usages, par exemple dans la banqueroute, et de l'autre côté, cette prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux, et qui n'est qu'une prise en compte. Et donc, la question qui va se poser, c'est quand on a le choix entre la survie d'une entreprise et des enjeux environnementaux, a priori, la survie de l'entreprise va primer, et les enjeux environnementaux seront moins importants. Donc, ce n'est pas un outil parfait, c'est un outil qui est intéressant, qui permet effectivement d'incorporer des éléments extérieurs dans la gestion de l'entreprise, mais ce n'est clairement pas l'outil parfait. Et à mon avis, mais je peux me tromper, je me suis déjà trompée sur l'intérêt social il y a très longtemps, mais je pense que la survie de l'entreprise, la survie économique de l'entreprise l'emportera sur la blockchain. Après, il peut y avoir en dehors de l'intérêt social, il y a des questions d'ordre public, évidemment. Et on sait que le code de l'environnement, nous en tout cas, est très administratif et bourré d'ordre public. Donc, ça se passera peut-être pas dans le cadre de l'intérêt social, mais ça se passera ailleurs, devant d'autres juridictions. Ce ne sera pas la Cour de cassation, ce sera plutôt le Conseil d'État qui sera à la manœuvre. Une question? Oui. Samy? Bonjour, je m'appelle Saminati, je suis doctorant sur la direction du professeur Patrick Barbon, je crois que vous connaissez. J'avais une question justement par rapport, comme vous parliez de l'entreprise juste à l'instant, sur les coûts en fait, de mise en œuvre de cette responsabilité numérique des entreprises. Et je me demandais si le rapport en stratégie faisait référence, l'évoquait même à minima en laissant non, pas du tout. Non, c'est vraiment... la question n'est pas évoquée. Tout est mis sur l'éthique, véritablement. Donc, et l'idée, c'est que, dans mon souvenir, alors je ne l'ai pas relu juste avant de venir, mais dans mon souvenir, ce n'est pas un point central, en fait. Voilà, toute cette transformation numérique doivent apporter à tous et point. Après, le pourquoi, le comment, c'est vrai qu'il n'y a rien ou quasiment rien
dans ce rapport, qui soit utilisable par le juriste en tout cas. D'accord, donc il y a plus quelque chose qui tient de l'effet, un peu d'annonce, d'après ce que je comprends, plus que d'une vraie mise en œuvre pensée en amont pour avoir une portée pratique. Oui, je pense. J'ai rien vu passer non plus dans les propositions de loi. Alors, dans les projets de loi, c'est à peu près normal, mais même dans les propositions de loi, j'ai rien vu passer de cet ordre-là. Ce qu'on voit passer dans les propositions de loi, c'est donner la personnalité morale à l'IA, c'est protéger les algorithmes de l'IA, c'est voilà, vraiment l'idée voilà, à la fois protéger les inventions, les outils et déresponsabiliser ceux qui les créent. Ça, on trouve beaucoup de choses, mais ce mouvement-là n'est pas porté. La question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'il va y avoir des associations qui vont porter ces choses-là, comme on trouve beaucoup d'associations en matière de RSE qui sont là pour promouvoir la RSE, pour intenter des actions au nom des consommateurs, par exemple. Est-ce que ça va passer par là? C'est une question que je me pose. Alors, on peut aussi, je ne l'ai pas fait, mais sur la question de la force normative de tous les outils, il est intéressant, à mon sens, de rappeler l'arrêt Erika. Je ne sais pas si vous avez cet arrêt-là en tête. L'Erika, c'est donc ce navire pétrolier qui avait une cargaison totale, qui s'est échoué et qui a créé une marée noire sur les plages de Bretagne, ce qui a été absolument dramatique. Et l'intérêt alors c'était un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et ce qui était intéressant, c'est que la Cour de cassation s'est fondée sur un engagement volontaire de Total qui avait dit « Je ne suis pas obligé de faire une vérification des navires avant qu'ils partent, mais je m'engage à le faire parce que je suis vertueux. » Et il se trouve que pour l'Erika, Total ne l'avait pas fait. Et donc, la Cour de cassation a dit « Vous avez pris un engagement, vous ne l'avez pas respecté, c'est donc une faute. » Alors, pas au sens de l'article 240 du Code civil français, mais au sens d'une convention internationale, mais ça revient à peu près au même. Et donc, après cet engagement volontaire, pour le transformer en droit. L'effet quasi immédiat pour Total, c'est qu'ils ont nettoyé tous leurs engagements éthiques. C'est-à-dire qu'on est passé d'engagement éthique à des valeurs éthiques. En disant, moi, j'aime les oiseaux, j'aime les poissons, j'aime la nature, j'aime les énergies renouvelables. Donc, voilà. Et donc, de dire, j'ai des valeurs, mais des engagements à proprement parler, et on n'a plus du tout, et tout a été nettoyé par le service juridique. Et aujourd'hui, quand on va faire fouiller sur le site de Total, on trouve quasiment plus aucun engagement. Et c'est là où ce travail de recension des codes d'éthique des sociétés du CAC 40, notamment, va être intéressant. C'est d'aller voir très clairement, est-ce qu'on retrouve ce même nettoyage aussi sur les engagements en termes de responsabilité numérique. Alors, je pense qu'il y a un gros travail sur les sociétés du CAC 40. Je pense qu'il y aura aussi un travail à faire sur les sociétés de la tech les plus importantes en Europe. Là aussi, il y aurait des choses intéressantes. Et là, j'ai 2 ou 3 interviews d'avocats et d'informaticiens de grosses entreprises à faire, parce que ça m'intéresse de savoir comment ces grosses entreprises font pour envisager ces principes éthiques. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire. C'est vraiment comme un travail explorateur que je vous ai présenté ici, et beaucoup de choses encore à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces premières. On a eu la chance d'avoir les premières pierres, les premiers jalons, et puis on vous réinvite. Je reviendrai avec plaisir. Merci infiniment. Merci tout le monde. À la prochaine. Belle fin de session.